Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le moment où on glisse un bulletin dans l'urne. On aime tous penser que c'est l'aboutissement d'une longue réflexion personnelle, pas vrai? Mais dans ce décryptage, on va s'attaquer à un des plus grands mystères de la science politique. Ce vote, et c'est vraiment un choix individuel purement calculé, ou bien est-ce qu'on ne fait que subir notre destin social? C'est quand même fascinant de se demander si on est vraiment aux commandes quand on est dans l'isoloir. Pour comprendre tout ça, on va suivre un plan bien précis. On va d'abord confronter cette idée d'acte individuel face au poids du collectif. Ensuite, on parlera de la socialisation, du contexte des élections, de cette fameuse théorie du choix rationnel, pour enfin finir sur ce qu'on appelle les variables lourdes. Commençons tout de suite par notre première grande question, acte individuel ou collectif? C'est vraiment la question qui fâche. Est-ce qu'on choisit un candidat juste en fonction de sa prestance et de son programme du moment, ou est-ce qu'en fermant le rideau de l'isoloir, on fait carrément rentrer toute notre famille, nos amis et nos collègues avec nous? En fait, ça oppose l'illusion totale de notre libre arbitre face à la force invisible de nos origines sociales. Et c'est exactement ce tiraillement permanent qui rend le comportement des électeurs si complexe et honnêtement si captivant à décoder. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le poids de la socialisation. Parce que oui, nos préférences politiques, elles ne tombent pas du ciel le jour de nos 18 ans. Elles s'enracinent super tôt, pendant ce qu'on appelle la socialisation primaire, l'enfance en gros. Ça se passe de manière hyper informelle. On entend les parents râler devant le journal télévisé, on capte des bribes de conversation à table, et hop, on se positionne souvent sur l'échiquier politique sans même s'en rendre compte. Mais attention, rien n'est gravé dans le marbre. Plus tard, à l'âge adulte, la socialisation secondaire entre en piste. On décroche un boulot, on rencontre de nouvelles personnes, on change parfois de classe sociale, et toutes ces nouvelles expériences peuvent venir complètement chambouler nos convictions d'origine. C'est un processus continu. Passons maintenant au troisième aspect, le contexte et les enjeux. Même avec notre bagage social, le contexte immédiat joue un rôle énorme, ce qu'on appelle l'offre électorale, agit comme une étincelle. Les candidats en lice, leurs programmes et surtout les crises économiques ou sociales de l'instant T. L'électeur va chercher l'option qui répond le mieux aux urgences du moment. Du coup, le vote, c'est aussi une réaction directe à l'ambiance et aux enjeux précis d'une époque. Et d'ailleurs, le type d'élection change tout. Quand les enjeux perçus sont massifs, comme pour une élection présidentielle par exemple, la mobilisation explose et l'abstention s'effondre. À l'inverse, pour des scrutins perçus comme un peu plus lointains ou avec moins d'impact direct sur le quotidien, comme des élections régionales ou européennes, c'est beaucoup plus dur de mobiliser les foules. Bref, plus l'enjeu est perçu comme crucial, plus on se bouge pour aller voter. Voyons maintenant une théorie fascinante dans notre quatrième partie, le choix électoral rationnel. Alors là, on change de lunettes. En 1957, un chercheur nommé Anthony Downs a balancé une idée géniale, la théorie du choix rationnel. Pour lui, le citoyen est un stratège pur et dur. Son but absolu, maximiser son utilité personnelle. En clair, on voterait pour le candidat qui nous apportera le plus d'avantages ou au pire, celui qui nous causera le moins de soucis. C'est une vision super pragmatique, presque mathématique, où le vote est réfléchi, stratégique et où on calcule même si notre candidat a de vraies chances de gagner avant de lui donner notre voix. Et ce calcul, c'est vraiment une analyse de coût-avantage classique. D'un côté de la balance, on met les bénéfices attendus. Est-ce que ce programme va baisser mes impôts, améliorer mon quartier ou défendre mes valeurs éthiques? Et de l'autre côté, on met les coûts. Bah oui, aller voter, ça a un coût. Il faut s'informer, trier le vrai du faux dans les programmes et sacrifier son dimanche matin pour aller au bureau de vote. Et selon cette théorie, si les coûts dépassent les bénéfices qu'on espère en tirer, eh bien l'acteur rationnel restera tout simplement dans son canapé et s'abstiendra. Mais, et c'est là que ça devient palpitant, on aborde notre cinquième point, l'impact des variables lourdes. Parce que si on était de purs calculateurs rationnels, ça se serait, non? La réalité sociologique vient complètement bousculer cette belle théorie avec ce qu'on appelle les variables lourdes. L'idée ici, c'est que notre vote est massivement dicté par une volonté, souvent inconsciente, de se conformer aux groupes sociaux auxquels on appartient. C'est une dynamique de groupe, une logique collective hyper puissante qui écrase souvent le simple petit calcul individuel. Et quand on regarde les données, c'est frappant. Sans prendre aucun parti pris, les statistiques révèlent des clivages très nets. Prenez la religion. On observe historiquement que les catholiques pratiquants s'orientent bien plus vers la droite, tandis que les électeurs laïcs ou non pratiquants penchent ailleurs. L'âge est aussi un facteur fou. La jeunesse se disperse souvent entre la gauche et l'extrême droite, alors que les plus de 70 ans votent très majoritairement à droite. Pareil pour le patrimoine. Avoir des biens immobiliers ou des actifs financiers pousse statistiquement le vote vers la droite. Et côté boulot, il y a un monde entre les travailleurs indépendants ou du privé et les fonctionnaires du secteur public, qui s'orientent globalement plus à gauche.
En fait, notre statut social dessine une véritable carte de nos probabilités électorales. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, la synthèse. Faisons-nous des choix prévisibles? Des chercheurs ont voulu pousser cette logique jusqu'au bout. Ils ont créé un outil appelé l'indice de prédisposition politique, ou IPP. C'est un peu la boule de cristal de la science politique. En croisant juste 3 petits critères, le statut social, la religion et le lieu de résidence, cet indice arrive à prédire la couleur du bulletin de vote d'un citoyen avec une précision qui donne presque le vertige. Et ça, souvent, des mois avant que la campagne électorale ne commence vraiment. Et on termine là-dessus, car ça pose une question philosophique dingue. Si un simple modèle mathématique basé sur notre code postal, notre boulot et notre éducation peut anticiper notre vote avec autant de justesse, à quel point sommes-nous réellement libres au moment de choisir un candidat? Est-ce qu'on exprime vraiment une opinion indépendante face aux enjeux actuels, ou est-ce qu'on est finalement que le porte-voix de la société qui nous a façonnés? Pensez-y la prochaine fois que vous tiendrez un bulletin de vote entre les mains. Merci d'avoir suivi ce décryptage.